Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Il est 13h. Bonjour, bienvenue dans votre journal. Le Premier ministre a été hier jeudi à San Pedro où il a présidé la cérémonie de pose de première pierre d'une usine de transformation de cacao d'une valeur de 73 milliards de francs CFA avec une capacité de transformation de 64 000 tonnes de fèves de cacao par an. Une contribution à la politique de transformation locale du cacao impulsée par le chef de l'État. Conférence de presse commune entre la direction des examens et concours et la direction générale du Trésor. Il s'agissait de donner des précisions sur le paiement des droits d'examen pour les candidats au CEPE, au BEPC et au bac. Le droit d'examen étant obligatoire pour tous les élèves en classe d'examen. Journée meurtrière jeudi au Tchad lors de manifestations appelées par l'opposition pour protester contre le maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il y a eu des dizaines de morts. Les bilans avancés par les uns et les autres divergent. Le gouvernement lui évoque une cinquantaine de morts et 300 blessés. La secrétaire d'État adjointe au Bureau des conflits et des opérations de stabilisation du département d'État américain est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Et hier, Anna Witowski s'est entretenue avec une délégation de membres du gouvernement ivoirien, délégation conduite par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. C'était au palais de la présidence de la République et la rencontre a porté sur l'appui que pourraient apporter les États-Unis au PND 2021-2025. Anne Witowski, secrétaire d'État adjointe des États-Unis d'Amérique aux opérations de conflit et de stabilisation, est en mission d'écoute. Écouter les autorités ivoiriennes sur les actions entreprises pour garantir la paix dans le pays. Cette concertation a également permis au ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et aux autres membres du gouvernement de formuler leurs attentes concernant le maintien de la stabilité. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir eu l'opportunité d'échanger avec les représentants des différents ministères ici présents. Nous réitérons encore une fois notre désir de soutenir la Côte d'Ivoire et nous sommes conscients de cette relation sur le long terme qu'il y a eu avec l'État de Côte d'Ivoire. La secrétaire d'État adjointe des États-Unis d'Amérique aux opérations de conflit et de stabilisation est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée au sein des pays du Golfe de Guinée. Tournée s'inscrivant dans la perspective de la mise en œuvre de la stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité avec des pays partenaires dans le monde entier. Stratégie lancée en avril dernier. C'était un reportage de Bahama Traoré, Ambroise Assema et Jamasso. À présent, direction San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Sur place, hier jeudi, Patrick Hachi a présidé la cérémonie de pose de première pierre d'une usine, une usine de transformation de cacao, une unité ultra-moderne qui va coûter 73 milliards de francs CFA et qui aura une capacité de transformation de la fève de cacao en beurre, en poudre masse et tourteaux de cacao de 64 000 tonnes par an. Une usine entièrement réalisée par un opérateur économique ivoirien. Depuis San Pedro, le compte-rendu de Jean-Louis Gbangbo et Ulrika Dongo. C'est sur les terres de Djirounié Payo, sur l'axe San Pedro-Meyagui, que le Premier ministre Patrick Hachi a posé la première pierre de Atlantic Cocoa Corporation, une unité de transformation de la fève de cacao en beurre, tourteau, poudre et masse de cacao. Un investissement signé Atlantic Group de l'homme d'affaires ivoirien, Konedo Songui. Le président Alassane Ouattara a en effet invité ses concitoyens à débrider le potentiel de la Côte d'Ivoire par des réformes structurelles courageuses et un programme d'investissement ambitieux pour transformer le binôme café-cacao, binôme trop longtemps resté à la limite inférieure de l'échelle des valeurs. Un projet de transformation de cacao d'une capacité de 64 000 tonnes au démarrage et très rapidement qui pourra monter à 100 000 tonnes. Parce qu'au niveau de certains ateliers, on est déjà à 100 000 tonnes de capacité par an. Un quai d'empotage des conteneurs qui vont servir à emporter nos différents produits finis, des laboratoires, des bureaux, une infirmerie, une cantine pour le personnel et divers bâtiments annexes. Un investissement de 73 milliards de francs CFA
qui sera bâti sur une période de 24 mois sur une surface de 9 hectares. Un investissement qui augure de bonnes nouvelles aussi bien pour la jeunesse que pour l'agriculture ivoirienne. La création d'une usine de transformation du cacao s'inscrit dans la droite ligne des axes stratégiques de la politique de développement du secteur agro-industriel et dont l'objectif principal est le renforcement de la chaîne des valeurs agricoles à travers la transformation de nos matières premières au niveau local. C'est aussi un événement majeur pour San Pedro, car créer une usine sur un territoire donné, c'est agir pour dynamiser l'activité économique du dit territoire. S'il se réjouit de l'importante contribution que cet investissement va apporter à la politique de transformation locale du cacao, le Premier ministre a surtout lancé un appel aux opérateurs économiques nationaux pour une participation plus accrue dans les investissements agricoles. Quels que soient les investisseurs privés qui viendront investir chez vous pour transformer, pour développer, ils ne pourront jamais mieux faire que ceux qui habitent le pays eux-mêmes. On a besoin de leur savoir-faire, mais il faut également de façon endogène que nous, dans notre pays, nous puissions voir émerger des hommes, de grands industriels comme vous, qui inspirent des générations et qui aident le pays à grandir. C'est également l'opportunité, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'interpeller et d'appeler tous les cadres ivoiriens qui en ont l'opportunité, qui en ont les moyens d'investir dans l'agriculture, d'investir dans la transformation agricole, parce que ce sont également des secteurs qui peuvent générer des ressources extrêmement importantes. Atlantic Cocoa Corporation créera à terme environ 400 emplois directs et 1300 emplois indirects. San Pedro confirme ainsi son statut de terre du cacao. La ville héberge déjà le premier port d'exportation de cacao ainsi que 3 unités fonctionnelles de transformation du cacao. 2 autres unités sont en cours de finition. Et après la pose de la première pierre de cette usine, le chef du gouvernement est allé lancer le Farming Innovation Programme. C'est donc un programme d'incubateur et d'accélérateur de start-up avec la particularité de promouvoir et accompagner les idées innovantes dans le domaine de l'agriculture, quand le digital donne un coup de pouce à l'agriculture en améliorant la compétitivité de ses acteurs. On en sait plus avec Jean-Louis Gbongbo, notre envoyé spécial à San Pedro. Faire éclore les idées innovantes qui peuvent transformer la vie de millions de petits fermiers ou de supporter les jeunes porteurs de projets dans le monde agricole. C'est l'idée fondatrice de Farming Innovation Programme, fruit d'un partenariat entre le groupe OCP Africa et l'incubateur marocain AgriEdge en faveur de la création d'un écosystème agricole intelligent. Cette année, on a dit qu'il y a des contraintes qu'il faut qu'on les prenne en compte, des contraintes locales, comme ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire, une agriculture qui est différente des autres pays, des défis qui sont différents des autres pays. Pour cette raison, nous avons lancé une édition spécifique qu'on a appelée Farming Innovation Programme édition Côte d'Ivoire, dont l'objectif c'est prendre en compte les défis de l'agriculteur ivoirien et développer des solutions adaptées avec ses besoins afin qu'il puisse tirer au maximum de l'agriculture en s'appuyant sur le digital. Les technologies digitales, plus que jamais, une nécessité pour améliorer la compétitivité des agriculteurs ivoiriens. Une réalité qui motive l'implication du gouvernement dans ce projet novateur, avec San Pedro comme point d'ancrage. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information constitue ainsi une formidable opportunité pour maximiser les effets de la croissance économique de notre pays à travers la création d'emplois de meilleure qualité et plus productifs dans l'agriculture. L'agriculture de précision, favorisée par les nouvelles technologies, offre des informations pour aider les agriculteurs à optimiser et à augmenter la qualité de la productivité dans plusieurs domaines clés, notamment l'efficacité de l'utilisation des ressources dont l'eau, la durabilité, la rentabilité, la productivité et la qualité. Les candidats start-up qui seront sélectionnés dans le cadre de ce programme auront accès à des phases de mentorat et d'accompagnement pour la mise en œuvre des solutions qu'ils auront conçues.
Ce, pour répondre aux défis des petits agriculteurs et des coopératives agricoles. Et avant de prendre la route pour San Pedro, Patrick Hachi a fait un tour à Yopougon, au nord d'Abidjan, où il a procédé à une inauguration, celle du lycée professionnel sectoriel de la commune. Lycée donc bâti sur 4 hectares et qui va assurer la formation au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle. Ce lycée professionnel sectoriel permettra donc à terme d'augmenter de façon substantielle et progressive le taux de scolarisation qui passera ainsi de 5% à 20% d'ici à 2030. Ces images nous sont rapportées par Alexis Ouedraogo. Son reportage complet à suivre dans nos prochains journaux. Voilà donc pour les activités du Premier ministre. On change de chapitre. La direction des examens et concours, la direction générale du Trésor, ensemble, pour donner des précisions sur le paiement des droits d'examen pour les candidats au CEPE, au BEPC et au bac. Pour la session 2023 des examens à grand tirage, ils paieront 500 francs, 2000 francs ou 5000 francs selon qu'ils sont en CM2, en 3e ou en terminale. Le droit d'examen étant obligatoire pour tous les élèves en classe d'examen. Sephora Zegui était à la conférence de presse pour RTI. Le paiement des droits d'examen des candidats au CEPE, au BEPC et au baccalauréat officiel et libre connaît une innovation. Il est passé du physique au numérique. Les candidats devront désormais utiliser les plateformes de la Banque du Trésor, Trésor Pay et Trésor Monnaie pour le paiement de leurs droits d'examen. Ils peuvent le faire à partir d'un compte Trésor Monnaie que tout utilisateur peut ouvrir à l'aide de son téléphone mobile en composant la syntaxe étoile 770. On permet aux parents de ne pas se déplacer, mais de partout où ils se trouvent, de pouvoir faire l'inscription et payer les droits de concours et d'examen. Quel que soit le type de téléphone, même si c'est le téléphone le plus basique, quand vous rentrez cette syntaxe, vous avez accès à la plateforme Trésor Pay. Outre le paiement du droit d'examen par les candidats, les plateformes Trésor Pay et Trésor Monnaie ont été conçues pour faciliter la vie aux populations. La directrice des examens et concours veut, à travers cette conférence de presse, inciter les parents d'élèves à s'acquitter du droit d'examen de leurs enfants. Il faut payer les droits d'examen avant de se retrouver sur la liste et continuer le reste de la procédure. Donc nous avons voulu inviter tous ces deux partenaires-là à se retrouver et donner l'information exacte, précise. Les droits d'examen sont fixés à 500 francs CFA pour le CEPE, 2000 francs pour le BEPC et 5000 francs pour le baccalauréat. Les utilisateurs pourront recharger leur compte Trésor Monnaie en effectuant un dépôt d'espèces auprès d'un distributeur agréé ou d'une agence du Trésor. Il faut composer étoile 760, étoile 2, étoile 3 dièse à partir de son téléphone mobile ou en ligne via paye.trésor.gouv.ci pour s'acquitter des droits d'examen. Le candidat imprimera ensuite son reçu de paiement en ligne sur la même page, puis le déposer dans son établissement. Pour les candidats libres, déposer le reçu à la DRENA ou à l'IEPP pour la validation de son dossier. 10 manuels techniques et professionnels viennent d'être présentés officiellement à l'opinion nationale. 10 ouvrages réalisés par des professionnels de l'enseignement et qui sont mis au programme des établissements scolaires. Plusieurs disciplines sont concernées, notamment l'économie, le français et les mathématiques. Reportage Serge Pacom Didi dans un commentaire de Didier Nguessan. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR, met 10 ouvrages à la disposition de l'enseignement technique et professionnel. Réalisés par des professionnels de l'enseignement, ces ouvrages ont été primés lors des journées du livre technique et professionnel et du numérique. Une plateforme pour résoudre l'épineuse problématique de l'absence d'ouvrages didactiques produits localement. C'est une première. Nous sommes dans la voie de l'amélioration de la qualité de notre formation. La grande nouvelle, c'est que ces ouvrages seront recommandés et donc mis au programme de tout enseignement selon les spécialités. L'économie générale, les mathématiques, les sciences économiques et sociales, la technologie générale et professionnelle font partie des spécialités abordées dans ces manuels. Ce sont des livres de qualité
qui sont conformes donc, au programme en vigueur dans les différents niveaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous sommes également des enseignants expérimentés parce qu'au minimum, c'est 10 années d'expérience. Du contenu didactique local qui apporte une solution durable à l'instruction et à la formation des apprenants. Monsieur le ministre, dans le cadre donc de ses activités du ministère, a un grand programme, celui de l'Académie des talents et le Code de la deuxième chance. Et les livres qui aujourd'hui font l'objet de notre cérémonie font partie d'un des axes des dispositifs de qualification des apprenants. Et c'est donc à ce titre-là qu'il porte un intérêt particulier à cette cérémonie du jour. Amoindrir le coût des ouvrages désormais conçus sur place et accessibles, encourager les enseignants à la publication d'ouvrages didactiques et sensibiliser les apprenants sur l'importance du livre pour leur épanouissement sont entre autres les attentes de la publication de ces 10 manuels. Et peut-être bientôt un ouvrage sur le coronavirus, sa survenue, ses conséquences et sa chute. C'est un rêve, vivement qu'il se réalise avec la fin de ce cauchemar que nous vivons depuis 3 ans aujourd'hui. Et en 3 années, le petit monstre a fait des ravages. Il a tué jusqu'à 6,58 millions d'hommes et de femmes pour 627 millions de malades. À l'échelle nationale, ici en Côte d'Ivoire, les autorités de santé ont enregistré à ce jour 87 676 cas confirmés, 827 décès et 63 cas actifs. Les gestes barrières sont donc toujours d'actualité. Se laver par exemple les mains régulièrement et porter une bavette en public. Mais aussi, il faut et surtout se faire vacciner. C'est entièrement gratuit. Allons à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire au centre du pays. On va assister à cette rencontre initiée par le CONAP, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Une rencontre d'échange et de plaidoyer avec les conseils régionaux pour tenter de juguler le fléau de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Les précisions d'Astou Touré Dagnogo. Après l'installation et l'équipement des comités régionaux de nutrition, une rencontre d'échange et de plaidoyer avec les conseils régionaux est organisée par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAP. À travers donc les 30 ans régionaux, nous avons créé ce qu'on appelle les FRA, les foyers de renforcement des activités nutritionnelles communautaires. Ce sont des espaces où on a des endroits de jeu qui mettent l'accent sur le développement cognitif de l'enfant, affectif et intellectuel. On apprend à l'enfant dès maintenant, à chaque fois qu'il sort des toilettes, il doit se laver les mains. Le conseil régional, donc, à travers son plan triennal, nous allons leur demander de voir en termes d'investissement dans ces foyers de renforcement de capacité des francs, de construire par exemple des latrines, de construire par exemple ce qu'on appelle les dispositifs de lavage des mains. En termes d'investissement, parce que ce sont des compétences que l'État de Côte d'Ivoire considère aux conseils régionaux. L'atelier est placé sous la présidence du directeur général de la décentralisation et du développement local. Pour la petite enfance, surtout la nutrition, ce sont des problématiques qui sont méconnues dans la collectivité. Au niveau de l'enfance, 2 éléments essentiels. Vous avez d'abord l'existence juridique de l'enfant, donc il faut que l'enfant ait un acte de naissance. Et ça, en utilisant le principe de subsidiarité, c'est la commune qui s'en occupe. Donc si l'enfant existe, il faut qu'il grandisse et pouvoir participer au développement plus tard. Mais pour cela, il faut qu'il soit bien nourri. Des travaux en plénière et présentations suivies d'échanges ont meublé cette rencontre. Au terme de cet atelier, les collectivités décentralisées auront une bonne compréhension de la question nutritionnelle et s'engageront à accompagner le CONAP dans ses efforts de lutte contre la malnutrition. On reste à Yamoussoukro encore un moment. Le ministre des Eaux et Forêts s'y trouve depuis quelques 48 heures dans le cadre d'une mission de travail. Hier, Laurent Tchagba a échangé avec les rois et chefs traditionnels au sujet de la reconstitution du couvert forestier national. Et à la suite de leurs échanges, les têtes couronnées ont décidé de s'impliquer pleinement dans le processus de reboisement sur tout le territoire national. Un partenariat a même été signé en présence de Léon Brokwame, notre reporter.
Les rois et chefs traditionnels partenaires du ministère des Eaux et Forêts pour la reconstitution du couvert forestier national. En témoigne l'engagement devant le ministre Laurent Tchagba de la Chambre des rois et chefs traditionnels à participer aux activités du comité de pilotage du reboisement en milieu rural. Qui va nous permettre effectivement de travailler en synergie et nous ne doutons pas que cette idée sera suivi d'effectivité et que tant au niveau central qu'au niveau régional, nous pourrons poursuivre cette sensibilisation. Nous ferons en sorte qu'effectivement la Côte d'Ivoire laisse un héritage mieux à nos enfants et à notre descendance. Cette assurance du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels au terme d'échanges pour comprendre les efforts et les attentes du gouvernement. Le ministre des Eaux et Forêts présente les projets une école 5 hectares de forêt, un village 5 hectares de forêt et la protection des forêts sacrées pour atteindre à l'horizon 2030 au moins 6 millions d'hectares de forêt. Sans forêt, il n'y a pas de gîte pour les animaux, il n'y a pas d'eau. Donc pas de vie. Nous devons tous nous mobiliser autour du reboisement. Mais pour faire le reboisement, il faut la terre disponible. C'est vous les chefs, garants de nos us et coutumes, qui pouvez parler aux propriétaires terriens. Si nous réussissons à respecter cet engagement représentera donc 20% du territoire national en couvert forestier. Aussi expliquer aux rois et chefs traditionnels les avantages des projets du gouvernement pour les populations autant que les retombées de la forêt. Ce patrimoine national de 16 millions d'hectares en 1960 est tombé à ce jour à moins de 3 millions d'hectares. Et pour coller au sujet, je vous emmène dans la région du Béret. Là-bas, les cadres de Marandala disent non à la déforestation et ils mènent des actions dans ce sens. Ils ont lancé récemment une activité de planting d'arbres dans les 25 villages de la sous-préfecture. Kader Sorodogo en était témoin. On regarde. Dans la sous-préfecture de Marandala, la mutuelle des cadres initie une opération de planting d'arbres dans la localité. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Un jour, 50 millions d'arbres, initiée par le ministère des Eaux et Forêts pour la restauration du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Une action soutenue par les autorités locales avec l'appui de la Direction régionale des Eaux et Forêts. Nous devons tous les pousser aux manches pour planter les arbres. Notre collectif, qui se veut proactif, mène des actions locales qui créeront à coup sûr des impacts mesurables clairs dans nos communautés. Le colonel Lassana Bakayoko, directeur des écoles de la gendarmerie nationale, invite les populations de Marandala à s'approprier cette campagne de planting d'arbres afin d'assurer une nouvelle couverture forestière à la Côte d'Ivoire d'ici 2030. L'objectif visé par cette opération, c'est de lutter contre la déforestation en contribuant à planter des arbres pour que demain ces arbres puissent renforcer le couvert forestier. L'opération de planting d'arbres s'effectuera dans les 25 villages de la sous-préfecture de Marandala. On en vient maintenant à ce projet d'autonomisation et d'insertion socio-économique des femmes et jeunes filles en milieu carcéral, une initiative de l'ONG Ivoire et Sourire avec l'appui financier de l'ambassade de France. L'organisation non gouvernementale s'emploie à réintégrer les femmes issues des prisons dans le tissu socio-économique. Elles bénéficieront donc de 12 mois de formation en alphabétisation, en leadership et dans les métiers de la pâtisserie et de l'esthétique. Reportage Khalil Diomandé et Jean-Marc Djedji. En février 2021, on dénombrait 448 femmes détenues dans les prisons de Côte d'Ivoire, selon une enquête du Conseil national des droits de l'homme. Des femmes bien souvent laissées pour compte et mises en marge du développement du pays. L'ONG Ivoire et Sourire veut changer la donne à travers son projet d'autonomisation et d'insertion socio-économique des femmes et filles en milieu carcéral. Au total, 85 femmes issues des maisons d'arrêt et de correction de Daloa et d'Aboissou
bénéficieront d'un renforcement de capacité. On va les aider d'abord à savoir faire un peu de pâtisserie, à savoir s'occuper au niveau de l'esthétique d'une personne et aussi apprendre à lire et à écrire, savoir avoir confiance en elle. Toujours on est centré sur Abidjan alors que l'État de Côte d'Ivoire connaît d'autres prisons. Donc ça nous a semblé important d'élargir aussi en allant vers Aboisseau, en allant vers Daloa. Malheureusement, elles sont indexées, stigmatisées. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir se prendre en charge par la suite. Même dans le cadre de leur propre famille proche, où parfois ce n'est pas évident parce qu'on estime que ce n'est pas de bonnes personnes. Cette seconde chance que l'ONG veut offrir aux femmes détenues est soutenue et financée par l'ambassade de France à travers son programme PISCA, projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs. Le fonds PISCA, c'est un fonds qui est destiné sur 2022-2023 à soutenir donc 17 structures, dont Ivoire et Sourire fait partie. Et puis les financements sont compris entre 6 millions de francs CFA et 26 millions de francs CFA. Et donc on attend à ce que toutes les activités qui soient menées puissent permettre aux femmes de pouvoir être réinsérées socialement et économiquement à l'issue du projet. Le projet d'autonomisation et d'insertion socio-économique des femmes et filles en milieu carcéral sera mis en œuvre sur une durée de 12 mois. On a un petit mot de sport dans cette édition. C'est avec le ministre Paulin-Claude Danhaut qui a présidé hier une cérémonie de remise de la cartographie aux différentes fédérations sportives nationales, des fédérations qui sont au nombre de 82. Le reportage de nos confrères de RTI Sport, Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Ressot. Le sport ivoirien dispose désormais d'une cartographie des fédérations sportives. Ce manuel de procédure de gestion des fédérations sportives donne des informations précises sur le nombre de licenciés, le nombre de clubs, la localisation des sièges, la performance des athlètes, la date de création des fédérations et leur affiliation au niveau international sont entre autres quelques données consignées dans ce document. La cartographie a pour mission de nous permettre d'avoir un outil d'aide à la décision, assurer la présence des fédérations sur l'ensemble du territoire national pour qu'elles puissent jouer leur rôle d'animation, de détection et surtout de donner de la visibilité au sport. C'est ainsi que nous pourrons créer un écosystème favorable au développement de l'économie sportive. Un sentiment partagé par les dirigeants de fédérations qui saluent l'initiative de cette cartographie qui assurément servira de guide pour mieux développer leurs activités et pourquoi pas les rendre plus attrayants auprès de potentiels sponsors. Quel est le reproche fondamental qu'on nous fait? C'est le fait que nos activités soient d'une manière générale regroupées toutes à Abidjan. On a bien compris ce message du monsieur le ministre. Nous allons faire en sorte que les saisons prochaines, nous puissions, n'est-ce pas, nous développer, nous implanter davantage à l'intérieur du pays. On est assez satisfait de la professionnalisation du sport par la mise en place de bases de données qui permettra à toutes les fédérations d'avoir un baromètre d'évaluation et de développement. Sur 53 fédérations agréées, nous sommes parmi les 3 premiers. Nous sommes la 2e représentation nationale. Et ça, c'est une fierté. Cette cérémonie de restitution de la cartographie a été rehaussée par la présence de tout le mouvement sportif, des représentants des élus locaux et diplomates. Cette base de données de 82 fédérations sportives nationales sera actualisée tous les 2 ans. C'est officiel, le Morofé Nganda Festival édition 2022 aura lieu les 3, 4 et 5 novembre prochains. Ce sera dans le village de Ngoïnou, dans la région du Moronou. Un événement attendu de tous les amoureux de culture d'ici et d'ailleurs. Jean-Marc Djaïdji nous en dit plus. Agni Morofoué, valeurs culturelles, inclusion sociale et durabilité. C'est autour de ce thème que va s'articuler le festival Morofoué Nganda qui aura lieu du 3 au 5 novembre 2022 à Ngoïnou, dans le département d'Mbato. Lancé officiellement à Cocody en présence des cadres du Moronou, le commissaire général de Morofoué Nganda égrène les grands axes. Morofoué Nganda Festival, c'est un festival qui vise à restaurer, à faire la promotion culturelle, artistique, touristique, communautaire dans le pays Agni Morofoué. Vivre fraternellement avec nos frères, avec l'inclusion sociale, veille à faire perdurer nos sociétés parce que nous avons des valeurs qui les régissent, des lois qui les régissent, que nous observons, pas sous la contrainte, mais dans la joie, dans la fraternité, dans l'évolution, dans la rigueur, pour faire tout ce que nous faisons avec nos capacités pour être des personnes rigoureuses, des personnes de transmission de savoir. Chants et danses du terroir, village gastronomique, expositions et défilés de mode culturel, art oratoire et tours cyclistes VTT paralympiques sont entre autres
les activités qui meubleront cet événement culturel. 5000 personnes sont attendues au Morofo Nganda Festival. Journée meurtrière jeudi au Tchad lors de manifestations appelées par l'opposition pour protester contre le maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il y a eu des dizaines de morts, des civils tués par balles. Les bilans avancés par les uns et les autres divergent. Jeudi en fin de journée, le Premier ministre Saleh Kebzabo a évoqué une cinquantaine de morts et 300 blessés. Il a annoncé un couvre-feu dans 4 villes de 18h à 6h du matin jusqu'au retour total de l'ordre, ainsi que des poursuites judiciaires. Il fait porter la responsabilité des violences aux organisateurs des manifestations. Et la violence commence là où la parole s'arrête. C'est ici que nous, on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci surtout à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer. Michel Mambo, Aurélia Drokula, Ahmed Ouattara, Adélaïde Kango, Garvin Kwasi, Timité Mongbe, Arlène Poka Dago, Anassé Florent, Adama Kone et bien sûr la chef d'orchestre Habiba Dambélé Saoué. À demain, 13h.